Je ne vends pas de la saisie comptable. Ce que je vends, c'est un accompagnement stratégique de conseil, d'optimisation, de sécurisation. L'IA ne va pas remplacer notre métier. Ça change juste un peu la dynamique. Notre filière, c'est un métier de passion. Et donc aujourd'hui, je peux accompagner un Normand qui va faire quelque chose au Vietnam ou en Malaisie. Alors ça va être assez drôle. Après avoir fait mon bac ES, je voulais toujours être un peu dans le domaine des chiffres, finance, d'être riche un jour. On était sur le parcours discrimination positive avec les ZFU sur le lycée, donc super, j'ai la chance d'aller à Sciences Po. Enfin, je veux dire, ça va être super. Puis je me rends compte qu'en fait, en termes de budget, bourse, etc., Paris, infaisable, et je vais à la fac. Donc moi je suis du Val d'Oise, donc c'est la fac de Cergy Pontoise, très bien. J'y vais. Première année sciences éco gestion, donc toujours un peu dans les sciences économiques. Et au bout de la deuxième année, j'ai un cours de comptabilité, un module de comptabilité. Je trouve ça super sympa. La double partie, le Capaccioli, enfin hyper intéressé. Et je me dis j'ai fait mon deuil. Je ne me vois pas continuer encore à la fac, et la compta, ça a l'air d'être super plaisant, mais par contre, j'avais envie d'avoir un format qui est un peu plus sympa pour m'insérer plus vite dans le monde de l'expertise comptable ou autre, et donc de faire de l'alternance. Je cherche, je trouve un CFA, et là, la claque. Monsieur, vous avez un bac plus 2, d'accord, mais ça vaut rien, parce que c'était la réforme sur les diplômes licence, master, doctorat. Donc on me dit très simplement, pas de problème, on est prêt à vous accueillir dans l'école, il va falloir trouver un employeur. Donc c'est un peu compliqué, voilà. Enfin, en plus j'étais jeune, donc j'avais fait quelques stages et quelques CDD d'été, mais je dis ok, banco, je jette mes 2 ans, ça vaut rien, je recommence post-bac, et donc je rentre dans un CFA en alternance dans la comptabilité pour faire le DCG, en alternance une semaine, et dans un cabinet d'expertise comptable qui était dans le 9e à ce moment-là, Paris 9e, et les premières journées ont été dures dans l'apprentissage, parce que moi, mon expert comptable, son test, c'était de nous donner de l'archivage. Et vous voyez qui tenait ou pas, et puis je me suis dit, tiens, quitte à faire quelque chose, autant bien le faire. Et j'ai un peu réformé la façon de faire. Et petit à petit, à me donner à fond, j'ai jamais compté mes heures de base, parce que c'est de la passion, en fait. Et les cours, comme l'entreprise, m'ont donné envie de monter d'année en année. Donc au départ, je me suis dit, tiens, je vais faire que la licence. Puis quand je l'ai eu, faisons master. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, faisons le doctorat. Voilà comment je suis tombé dans l'expertise comptable. Non, en fait, mon problème, c'était que je voulais faire de grandes écoles, mais j'avais pas de budget, mes parents pouvaient pas me soutenir. Financièrement, j'entends, moralement oui, mais financièrement non. Il y avait des bourses, mais survivre, c'est ça en fait, quand on est étudiant, survivre pendant 5 ans, à se donner à 15-20 heures pour être à fond et être bon, mais ne pas avoir de vie et voilà, survivre financièrement, c'est quelque chose que j'arrivais pas à concevoir. Donc je me dis allons à la fac, mettons un pied. Alors il faut savoir que pendant ces 2 ans de fac là, je faisais un job étudiant, et c'est pas McDonald's, c'était au niveau d'une banque. J'avais trouvé un job étudiant, donc je faisais 1 à 2 journées par semaine, selon mon agenda, pour avoir un peu un pied dans la partie un peu financière, comptabilité, gestion financière, voilà. Donc c'est vrai que, si vous voulez, le premier job que j'ai fait vraiment de façon un peu longue, c'est la banque. Voilà, pendant 2 ans. D'abord, ça a été l'archivage. Donc un truc qui pourrait donner envie de vomir. Voilà. Et alors moi, je regardais la chose, et je me suis dit, faut le faire, mais faisons en sorte que ça soit efficient. J'ai toujours cette notion-là de me dire, faut qu'il y ait un impact dans ce que je fais. Et donc j'ai tout reformé la méthode. L'expert comptable était super content, ça lui a fait gagner énormément de temps. Et donc petit à petit, j'ai pris des dossiers. Alors j'étais très demandeur. Alors vraiment, moi, par exemple, le logiciel, j'ai dû passer peut-être la première semaine à découvrir comment il fonctionnait. Mais quand je dis découvrir, c'est pas les gens me montrent comment faire. Non, je suis allé me documenter pour savoir les touches de raccourcis, comment on fait, etc., pour devenir vraiment efficient sur l'outil. Et donc ça m'a permis de pouvoir prendre des dossiers, plus en plus. En fait, d'aller voir l'expert comptable, dire moi je suis preneur. Et en plus c'était assez drôle, parce que je lui dis je suis apprenti, mon salaire ne va pas varier. Bref, c'est la loi, chaque année si vous voulez il va évoluer, mais c'est un pourcentage du SMIC.
Donc plus vous me donnez de dossiers, plus je deviens rentable pour vous. On est tout bénef. Et moi, je prends de l'expérience. Donc je l'avais vendu comme ça. Et donc c'est vrai que dès la première année, j'avais eu une dizaine de dossiers en autonomie jusqu'à l'alias fiscal. Et la deuxième année, j'avais 50 dossiers avec l'alias fiscal, etc., etc., et le social. Je viens d'une époque où les collaborateurs comptables faisaient le fiscal, le juridique, le social, tout. Voilà. Alors en fait, le DCG, ce qui se passe, c'est que la première année, je valide toutes mes matières. Donc les UE, en plus de mon travail, donc c'est top. La deuxième année, je valide toutes les matières encore avec mon travail. Et la troisième année, il me restait 3 matières à passer. Et j'avais tellement de points d'avance qu'il fallait que j'évite d'avoir un 6. Bon. Donc j'étais très serein. Et lors de la troisième année, mon père a un cancer, ça l'a emporté. Et il est décédé un jour avant un examen. Et donc j'étais pas spécialement bien et j'ai eu cette note éliminatoire. Donc j'ai raté mon DCG en troisième année. Et le problème du DCG, c'est qu'il n'y a pas de session de rattrapage. Et voilà, la session elle est en mai-juin et puis voilà, c'est l'année prochaine. Donc je rate. J'ai perdu mon père, j'ai pas mon diplôme. Le contrat d'apprentissage se termine. Mon employeur à ce moment-là voulait que je reste. Et moi j'avais quelques temps avant monté un projet de partir en Australie. Et je me dis, bah non, enfin voilà, c'est un signe, partons. Donc je décide de partir en septembre 2010 en Australie pendant 6-8 mois. Je me suis dit, j'ai qu'une matière à valider, à plus de 6. C'est pas un manque de révision, c'est un instant T, donc je peux l'avoir en m'y remontant rapidement. Donc je pars de septembre jusqu'à avril 2011, je révise et je repasse l'examen et je l'ai. Et là, j'ai le diplôme. Et là, je me dis, bon, voilà, j'ai perdu 1 an. On va faire le DSCG dans la foulée, mais on va le faire en 1 an. Donc, j'ai eu le DSCG quasiment en 1 an. Non, je suis revenu à l'école. D'accord. J'ai fait un contrat de DSCG de 2 ans. Là, je suis pas allé dans une entreprise, je suis allé dans une PME industrielle, dont le dirigeant était vraiment quelqu'un d'impactant, toujours en plus. Il fait partie de la CCI, je crois qu'il était vice-président ou président de la CCI ou de la CPME du 95. Et c'était un peu un outil industriel, comme une belle boîte, qui était tombé en RJ. Donc, et le DAF qui était présent avait besoin de quelqu'un qui était assez costaud. Mais voilà, donc je suis rentré dedans quasiment en tant que RAF. De la compta, de la fiscale, oui, c'est ce que j'avais vu, je maîtrisais parfaitement. Mais là, il y avait des missions de contrôle de gestion. Contrôle de gestion industrielle, de calcul de marge. Et la boîte est en RJ, donc il fallait faire des reportings mensuellement pour le mandataire judiciaire. Et on a réussi, au bout de 2 ans, à remettre à plat la boîte. Il y avait aussi des montages de subventions. En fait, il y avait vraiment tout l'écosystème d'accompagnement d'une PME française que j'avais pas pu voir en étant dans un cabinet d'expertise comptable. J'ai validé mon DSCG là en 1 an. Et puis après, dans un deal que j'ai fait avec l'école, je leur ai dit, bah écoutez, je casse pas le contrat, l'employeur ne veut pas, moi personnellement pas non plus. Je continue à travailler avec lui, parce que le projet était de 2 ans, c'est pas d'1 an. Donc j'ai fait 1 semaine à l'école, et l'autre semaine, et ben, au bout de 3-4 semaines, je leur dis, bah, j'ai un master, je veux l'idée, je sais que vous cherchez des formateurs à l'école. Moi, je peux prendre la place d'un formateur ou d'un enseignant. Et donc, sur la 2e année, j'étais en alternance PME et j'avais créé une petite auto-entreprise et j'étais enseignant dans mon école pour des BTS et des DCG sur la partie gestion financière. Alors, ça a été un point pivot parce que le DAF qui était sur place dans cette PME-là m'avait dit Hervé, voilà, d'ici 5 ans, je vais partir à la retraite. Reste. Tous les employeurs que j'ai fait, ils m'ont toujours demandé de rester. Reste, continue avec nous pendant 5 ans, et puis quand moi je partirai, tu prendras ma place en tant que DAF. Donc ça a été un moment où je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'avoir le doctorat. Donc si je reste ici, ça va être un bon job, intéressant intellectuellement ou autre, mais en termes d'évolution, j'aurai pas d'évolution parce que je serai DAF, c'est tout.
Donc après ça, il y a plus d'évolution. Et la boîte étant la boîte, elle va pas non plus diversifier son activité. Elle était focus industriel. Donc je me suis dit non, je vais continuer sur le doctorat. Maintenant que j'ai eu le master, autant aller vers le doctorat et puis on verra ce que ça donne. Ouais, exactement. Je prends un mois pour des vacances. Donc, c'était quoi les résultats? Je les avais eus en octobre, je crois. Le DSCG, c'est quoi? C'est la session d'octobre. J'avais validé l'année d'avant. Je termine mon contrat en juillet-août. Je cherche, donc j'ai mon DSCG validé, je cherche donc un CDI. Et je prends mon CV, je crois il y avait une sorte de plateforme à ce moment-là, on pouvait jeter son CV et puis dans les cabinets d'expertise comptable pouvaient nous contacter. Je crois que je l'ai déposé le matin peut-être à 11h. À 12h30, j'avais eu 15 appels sur mon téléphone. Et la semaine suivante, bon en plus c'était un vendredi, donc la semaine suivante, j'avais planifié quasiment peut-être 20 rendez-vous d'entretien. Matin, midi, soir, enfin bref, hop. Je fais énormément de rendez-vous, et c'était assez drôle, parce que moi j'allais à l'entretien, et là, regarde, je pose ma feuille, ok, on parle un peu, et puis dès qu'on avait terminé l'entretien, je dis, je vais passer maintenant l'entretien, donc je dois leur poser des questions. Là, vous avez la documentation, c'est quoi votre mission? Je leur passais un entretien. Et j'étais tombé donc sur l'employeur finalement que j'ai choisi, qui me dit, non mais, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui vient avec un questionnaire. Je dis, en fait, il y a 20 entretiens que je fais dans la semaine, je dois déterminer vers qui je vais aller. Donc voilà, j'ai 3 ans d'ancienneté, 3 ans d'expérience en tant qu'apprenti, mais autonome sur des dossiers pendant ma licence, 2 ans dans une PME, à gérer un groupe ou autre, je sais ce que je vaux sur le marché, je n'ai pas juste un bac+5, on va dire, de façon studieuse, quoi. Il y a 5 ans d'expérience dans la compta, 1 an à l'étranger, alors j'avais fait tax office, histoire que ça reste dans la compta aussi. En Australie, j'avais travaillé dans un parc d'attractions et dans un bureau de taxes. Et donc j'ai valorisé la chose, et voilà comment j'ai trouvé mon employeur pour mon doctorat après. Mais ouais, c'était en région parisienne. Et ce qui m'a motivé à le prendre, alors lui, il demandait, alors moi, à ce moment-là, les salaires n'étaient pas les mêmes, hein, et je demande 32 000. Non, je demandais 36, pardon, et lui, il me dit, ça passe pas, vous êtes junior. Alors même si on a l'alternance, même si voilà, mais les gens décodent quand même, ça, je trouve que c'est pas top, parce que ça dépend du type d'alternance qu'on a fait. Et donc, je parle avec le dirigeant, et donc, il me dit, pas assez. Je cherche un chef de mission senior avec de l'expérience, etc. Et je lui fais un deal. Je lui dis voilà, vous proposiez 36, moi j'étais aligné à 36. Vous me dites que je suis junior. Faisons ce deal-là. On commence à 32. Et dans 6 mois, c'est vous qui allez me augmenter ou c'est moi qui me barre. Mais bon, au moins, je ferai la période fiscale. Et en fait, finalement, période d'essai validée m'a augmenté quasiment 3 mois plus tard. Et voilà, je suis resté dans cette structure-là quasiment plus de 10 ans. Alors, mon stage d'expertise comptable, donc on se rappelle, hein, on est en CDI dans une structure d'expertise comptable et on est stagiaire attaché à l'ordre des experts comptables. Donc moi, précisément, c'était à l'ordre de Paris. Donc je m'inscris, donc c'était janvier 2014. Ouais, voilà. Donc, janvier 2014, je découvre un peu, je comprends, j'ai été un peu, je suis tombé de ma chaise quand j'ai compris ce qu'était le stage d'expertise comptable auprès de l'ordre. Je m'attendais, moi, de la formation technique, etc. Rien à voir. C'est des formations de communication, certains modules de déonto ou autres, mais la technique, on n'apprend plus de technique à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que l'examen, lui, il est très technique. Donc, et au travail, moi, il me considérait comme un chef de mission confirmé. Et j'étais toujours intervenant, toujours enseignant dans l'école. Je voulais essayer de continuer cette chose-là. Donc, une fois toutes les 2 semaines, j'étais enseignant dans une école, en plus d'être en chef de mission. Voilà. J'avais convenu avec le patron, il n'y avait pas de problème sur ça. Donc, je faisais quoi? Je suis arrivé, il m'a dit, bon, alors, on a signé, on a exposé, on a 80 dossiers, ils attendent que tu les appelles. J'ai dit, d'accord, on était en décembre, 2 décembre, du 2 au 14, téléphone, mail, rendez-vous, actualisation de comptabilité, rattrapage du déclaratif.
2 semaines à fond, à fond, à fond. Puis j'ai enchaîné directement la période fiscale. J'ai pris un portefeuille de 80 dossiers qui était plus ou moins géré, mais le fond n'était pas fait, quoi. Et la méthodologie de ce cabinet-là était de vouloir devenir un cabinet qui allait devenir assez grand et avec une grande volumétrie. Et donc j'ai fait 80 dossiers, puis je suis monté à 250 en 3 mois, quoi. Dossiers. Voilà. Mais je faisais tout, sauf le social. Oui, après c'est un cabinet qui est un peu spécifique, mais je suis entré en tant que chef de mission en 2013. En 2015, j'en suis devenu l'un des directeurs. La boîte se structurait, hein. On est parti d'un cabinet où il y avait 3 salariés, 2-3 personnes, le fondateur. Et quand je suis parti, on était une centaine avec des milliers de dossiers. Donc c'est une super croissance. Et donc, en fait, j'ai fait quasiment toute ma carrière chez eux. Et j'ai grandi avec la structure. Et j'ai grandi en compétences ou autre. Et c'est vrai que ce qui me plaisait bien dans le départ, quand je suis rentré dans ce cabinet-là, c'était un peu le rêve américain. C'est-à-dire tout est à faire. Et si la boîte grandit, il n'y a pas de plafond de verre. Ça a toujours été quelque chose que j'ai un peu regretté dans la plupart des structures françaises de manière générique. Il y a un plafond de verre quelque part. Pour des diplômes, pour du réseau, pour quelque chose, mais il y a toujours un plafond de verre. Ça m'a toujours un peu frustré. Donc c'est vrai que dans cette structure-là, je n'avais pas ce plafond de verre-là. Voilà. Donc, je pouvais devenir expert comptable, je pouvais devenir expert comptable associé, je pouvais devenir ce que je voulais. Tout ne reposait que sur le travail effectué et l'investissement personnel dans ce travail-là. Non. Ça a été particulier parce que comme la boîte grandissait, et en fait, j'ai fait mon stage de DEC pendant 3 ans. J'étais un mauvais élève. C'est-à-dire, comme la boîte grandissait tellement vite et que je prenais de plus en plus de périmètre, mon temps pour la partie du stage du DEC, non volontairement, hein, c'est-à-dire que l'expert comptable me disait « Prends le temps, Hervé, prends le temps ». Mais oui, il n'y avait pas de temps. Est-ce que je pilote une période fiscale où il y a 2000 bilans à sortir cette année, ou est-ce que je me focus sur mon stage ? Toujours des enjeux. Et donc j'étais important sur les petits rapports à faire. Donc je devais normalement les rendre en 2017. J'étais en 14, 15, 16. Et en 17, ça devait être terminé. J'ai eu un ajournement d'1 an. Je suis passé en commission pour ajourner encore un peu plus. En 2018, j'avais tout fini. J'ai eu mon attestation de fin de stage. Je me suis dit, tiens, on va passer le diplôme. Et c'est là que j'ai vu c'est quoi le diplôme en fait. Je me suis dit, oh là, on va se calmer. Ça se passe pas comme ça le diplôme, quoi. Le DEC, pour l'obtenir, c'est un vrai travail de fond. En fait, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour le DEC. Il y a besoin de s'organiser et de travailler vraiment en amont. Donc, c'est quand même 6 mois d'investissement en termes de travail personnel pour pouvoir le passer. Et si ce n'est pas le cas, soit c'est de la chance, soit c'est l'échec. Donc je me dis, bon, ok, on va le faire. Pas de chance, je rencontre ma femme. 2018. On tombe amoureux et en avril, je la rencontre. Et au 1er juillet, je lui fais ma demande de mariage. On organise le mariage. C'est compliqué de gérer une boîte qui grandit, et puis le DEC, etc. Je me dis, il faut faire un focus, on va se concentrer sur le mariage. 2019, on se marie. Super. Et je me dis, allez, va pour le DEC l'année prochaine. On arrive, depuis 2019, on arrive. Bam, gilet jaune, urgence, tout. Allez, on se refocus sur le travail. On va tirer la tête sous l'eau. Mars 2020, Covid. Donc il faut déplacer quasiment 40-50 salariés. Et c'est là que j'étais à Rouen, moi, depuis 2015. Puisque comme la boîte avait grandi, on avait ouvert un bureau à Rouen pour accueillir la masse salariale. Et donc, il faut gérer le Covid, la dématérialisation, ça va, on était bien, nous, très bien avancés sur ce sujet-là, mais les salariés ne faisaient pas de télétravail. Donc, il a fallu gérer l'aspect télétravail. On était, nous, sur pas d'ordinateur portable, sur des tours physiques. Donc, il a fallu changer le matos, anticiper, gérer les clients. On a eu une explosion d'entrée clients à ce moment-là parce que les sociétés qui n'avaient pas d'expert comptable devaient avoir un expert comptable, sinon il n'y avait pas les aides, etc. Donc, refus. Et de l'autre côté, les sociétés qui étaient en berne, manque de trésorerie ou autre, ne pouvaient plus payer ou autre, ou chercher des partenaires avec un coût un peu moins. Donc, plus bas. Donc, je crois que de mémoire, avril 2020, 800 nouveaux clients d'un coup.
Alors que moi, j'avais anticipé mes recrutements j'anticipais toujours mes recrutements à 2-3 mois. C'est-à-dire qu'on avait des équipes pour pouvoir gérer le flux d'entrée clients tranquillement. Et là, en 1 mois, mais 3 mois d'avance, ils étaient partis. Et mai 2020, annulation de l'épreuve. Bon, c'est normal. Donc je me dis, ok, on va faire novembre. Et en fait, la désorganisation, et puis il y a eu changement d'actionnariat ou autre. Je l'ai passé, je l'ai raté. Je me suis dit, bon, alors ça fait un roulement. Et bon an, mal an encore. Et puis j'ai décidé de le passer fortement en 2023. Parce qu'en 22, ma femme avait accouché. Pareil, enfant maintenant. Et c'est très compliqué quand on fait le deck d'avoir la gestion. En fait, ce qui est le plus compliqué dans le deck, comme je le parle sur le principe, c'est un peu comme le permis. Plus tôt on le passe et qu'on l'a, et mieux on se porte. Plus tard on le passe et plus c'est compliqué parce que la vie pèse sur la chose. Donc c'est pas la complexité technique du diplôme, c'est tout l'aspect à côté, quoi. Le travail, la famille, les enfants ou autre. Et donc je l'ai obtenu, et quand je l'ai obtenu en 2023, donc juin 2023 c'est la fête, ouais je l'ai. Donc j'avais eu ma fin de stage en 2018, il m'a fallu quasiment 5 ans pour passer convenablement, parfaitement le deck. Je l'ai obtenu, parce qu'il y a aussi la délai de 6 ans. Hein. Et quand je l'ai obtenu, je me suis rapproché de l'actionnariat présent. Le fondateur était déjà parti depuis 2020. Voilà. On n'a pas eu J'étais associé aussi, moi, dedans, déjà. Pas eu de bon deal. Et je me suis dit, bon, créons mon propre cabinet. Voilà. Prenons un peu de temps, déjà. Donc, j'ai pris le temps nécessaire pour me ressourcer. Et après, j'ai créé mon propre cabinet à Rouen. Ouais. Il y a des étapes. Déjà, la première étape, c'est où est-ce que tu veux t'installer ? Quelle région ? Bon, moi, j'ai défini que c'était la région normande. Ça faisait depuis 2015 que j'étais présent à Rouen. Je me suis dit, j'aime bien Rouen. Donc, ok. Deuxième étape, c'est chercher des locaux. Quel prix, quel coût, etc. J'ai eu de la chance. Je suis tombé sur une agence, alors que la boîte n'était pas créée. En décembre, on discute un peu. Et elle me dit, oh, pas de problème, Hervé. On va vous le réserver. Je dis, on n'a pas besoin de signer ? Oh, non. Pas de caution ? Non. Je dis, ok, super. Super. Quand est-ce qu'il le prend ? Le locataire présent, il va partir en mars. Donc, on fera le bail le 28 février ou le 31 mars. Je crois que c'est ça. Vers ce là, je dis, c'est super, merci. Ok, c'est bon, j'ai les locaux. Investissement, les travaux. Donc, comment réunir le cash ? Parce qu'il y a aussi une notion de cash, de tout ça. En partant, j'ai pris mes indemnités ou autres, donc j'ai un budget. Et j'ai toujours été accompagné, alors tout le temps on parlait de ma formation ou autre, et en fait, quand je suis arrivé à la fac, j'ai rencontré quelqu'un qui est mon meilleur ami aujourd'hui, Alexandre Audy, et il m'a suivi depuis la fac, en fait. Donc à la fac, on s'est posé la même question, se sent pas la compta, tiens, on va faire de l'alternance. On est allés tous les deux dans l'école d'alternance. Lui, il a trouvé un taf à Paris, moi aussi. Licence. La 3e année de la licence, on a tous les deux raté. Lui, il est resté, il a refait sa chose. Le master, moi je l'ai eu, lui, il a raté finalement. Et quand je suis arrivé dans mon emploi où j'ai fait mon stage deck, il a fallu trouver quelqu'un en 2014, et puis je l'ai coopté pour qu'il vienne dedans. Donc on a travaillé ensemble pendant 9-10 ans. Donc c'est vrai que je me suis dit, quitte à créer une société et à avoir un associé, parce que c'est important d'avoir un pilier quelque part. Bon, soit familial, soit professionnel, soit amical, mais d'avoir quelqu'un, parce que dans un projet entrepreneurial, quand on est tout seul, c'est compliqué. Alors quand je dis c'est compliqué, c'est-à-dire qu'il faut tout penser, tout faire, mais ça veut dire aussi qu'il y a personne qui peut vous challenger les idées de base. Et donc quand vous êtes tout seul à commander ou à diriger, c'est bien d'avoir entre guillemets un contre-pouvoir qui vous dit attends, est-ce que tu as pensé à ça ? Est-ce que tu es sûr ? Voilà les autres aspects que moi je verrais, une autre vision en fait, un regard croisé. Et donc je lui ai proposé de devenir mon associé, chose qu'il a acceptée. Et donc on a créé la structure Chanedi Expertise à Rouen,
avec 2 associés, avec les règles de l'or. Donc on est à 50-50 en capital, mais en droit de vote, c'est moi qui ai quasiment 80% des droits de vote. Et après, il y a eu le process d'enregistrement. J'avais une crainte qui a été forte et qui a aussi impacté ma femme. Moi, j'étais toujours salarié avant. Donc, j'avais un salaire qui tombait. Et j'étais bien payé. Au taux horaire, pas vraiment, mais j'étais très bien payé. Et ma femme comptait, j'étais donc la sécurité financière de ma famille. De mes 2 enfants, de ma femme, de ma mère, de mes frères. Voilà, ils ont toujours compté sur moi. Et donc là, je me lance dans ce projet entrepreneurial-là. Alors, j'aurai France Travail, j'aurai mes allocations mes allocations chômage pendant 18 mois, mais après ça, j'ai plus rien. Là, on va bientôt arriver là. Est-ce que je peux garantir à tout le monde cette sécurité-là? Et ça a été ma plus grande crainte. Parce que je sais ce que je quitte, je sais ce que j'ai, mais je me lance sur quelque chose où j'ai, entre guillemets, un tapis grâce à France Travail, je suis créateur d'entreprise, mais après ça, est-ce que ça va marcher? Je connais mes compétences, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas devin. Donc ça a été l'une de mes plus grandes craintes, en fait. C'est pas que ça marche, ma crainte, c'est quand est-ce que ça va marcher. Mais est-ce que je vais pouvoir vivre et assurer la sécurité à toute ma famille jusqu'à cette période-là. Ça a été ma plus grande crainte. J'ai choisi Rouen pour ça, pour plusieurs raisons. Première chose, mon associé vit en Normandie, à côté de Rouen, Elbeuf ou Belbeuf, je sais jamais, mais il est plein des deux. À côté de Tourville-la-Rivière. Donc, première chose. Deuxième chose, la population normande, je l'ai toujours appréciée. Je me suis dit, je vais être expert comptable, c'est moi qui vais déterminer mes clients, donc autant que je travaille avec des gens que j'apprécie. Et il y en a beaucoup plus en Normandie qu'en région parisienne de base. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a la stratégie aussi prix de l'immobilier. J'ai à peu près 100 mètres carrés. Alors, je n'en ai pas besoin maintenant. On n'est pas 3 millions de personnes. Mais en termes de développement, je n'ai pas à me soucier du nombre de mètres carrés. Et le coût que je paye à Rouen, c'est l'équivalent à 2 fois moins d'espace de mètres carrés en région parisienne. Il y a aussi cette stratégie. Aujourd'hui, on est sur un métier de digitalisation. Enfin, un métier qui s'est digitalisé. Et donc, c'est vrai que je sois à Rouen ou que je sois à Paris, finalement, les clients, je peux les avoir un peu partout en France. J'ai une cliente qui est à Marseille aujourd'hui, une autre cliente qui est à Lille. Ça change là. Mais il me fallait un bureau quand même pour recevoir la plupart de la clientèle. Et dernier axe, c'est que la clientèle normande aime le contact physique. Et moi aussi, j'adore ça. Et donc, autant avoir un bureau physique, alors que la clientèle parisienne, s'il n'y a pas de contact physique, c'est pas quelque chose qui tue parce qu'on est plus passé dans la visio, dans le téléphone ou autre, on peut se voir autour d'un café, ou autre. C'est la culture un peu parisienne. Alors que la culture normande, le client, là, par exemple, il y a 2 jours, à 17h30, j'ai eu un rendez-vous avec un prospect, il vient de Forges-les-Eaux. Pour venir à Rouen, ça fait 1 heure. Normal pour lui. Maintenant, vous demandez à un client parisien de faire 1 heure pour venir dans un bureau, même si je suis dans la région parisienne, il va vous dire non, c'est trop loin. 1 heure, c'est... Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai choisi la Normandie. Ce qu'on fait, nous, en mission, c'est l'expertise comptable, mais comme je dis souvent, quand j'aborde les clients ou les prospects ou autres, je ne vends pas la tenue de la comptabilité. Mon sens à moi, c'est que dans 3 ans, ça vaut rien. C'est ma vision, mais je ne vends pas de la saisie comptable. Ce que je vends, c'est un accompagnement stratégique, de conseils, d'optimisation, de sécurisation. Voilà. La compta, il faut qu'elle soit bien faite et qu'elle soit bonne. C'est la base. Et au moins, on sécurise les choses. Mais par contre, anticiper les prochaines défaillances pour la boîte ou du dirigeant, ou anticiper les prochaines opportunités. Vous voyez, là, c'est hier matin, je faisais un rendez-vous avec un prospect, non pas un prospect, un client, et il m'appelle et on n'a pas parlé de compta. Il m'a dit, Hervé, ça va pas le business, j'ai vraiment beaucoup de mal, je vois 2 stratégies. Est-ce que je fais une stratégie je fais un peu low cost, donc il est un peu dans tout ce qui est communication digitale. Est-ce que je fais une stratégie un peu low cost, c'est-à-dire je casse un peu mes prix mais pour avoir un peu plus de volume, ou je vois pas comment faire autre. Puis on a parlé, je lui ai dit, écoute, Laurent,
Si tu fais ça, tu crées des sortes de podcasts que tu vas valoriser, que tu vas prendre du temps, et puis après tu vas mettre des micros 30, 40 euros pour l'achat du consommable en fait finalement. Ça te fait un temps d'investissement parce que ton seul coût c'est ton temps à toi. Et là tu me dis que tu peux pas te rémunérer. Donc, voilà. Donc ça va, tu peux y aller encore. Et tu le vends. Et après, tu peux faire une petite stratégie, ou sinon, ce que tu peux faire, c'est que quand tu proposes ta mission à 2500 euros, fais un avoir pour une prochaine utilisation d'une autre prestation. Qu'il l'utilise pas, bah, tu n'as rien perdu, et s'il l'utilise, c'est la deuxième prestation que tu as un peu cassée en prix, mais pas la première. Donc tu ne t'es pas dévalorisé. Et puis voilà, après c'est des stratégies. Donc, et là, quand on regarde cette conversation-là, je n'ai pas parlé de actif, passif, compte de résultat, j'ai parlé de business. Donc, ce bloc-là, accompagnement business, je pense que c'est ça aussi une autre mission qu'on fait. Et c'est là où moi j'ai cette vision que l'expert comptable, saisir une facture et sait le faire. Est-ce que c'est savoir rajouter? Non. Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée à faire de la saisie? Toujours pas. Voilà. Par contre, la vraie valeur ajoutée, c'est de faire en sorte que le client il grandisse, qu'il s'enrichisse un peu plus, qu'il soit sécurisé, qu'il n'ait pas de soucis. Alors ça, l'IA ou n'importe qui, il ne le fera jamais. Il faut le faire. Voilà. Un peu nos missions. Très bonne question. On se rappelle que quand j'ai créé la boîte, donc j'ai eu 3 mois de décalage de création. Je suis tombé en juillet, il y avait les travaux ou autres, et donc finalement j'ai réussi à ouvrir en septembre. Dans le métier d'expertise comptable, il y a les délais de rétractation des clients, 3 mois avant la date de clôture. Donc ceux avec qui j'avais pu discuter avant, vu que ça a traîné, ils m'ont dit non, désolé, l'année prochaine. Donc ça va être encore plus dur, mais voilà. Et je m'étais aussi engagé, j'avais décidé de prendre un apprenti dès le départ. Alors moi j'ai pris tout de suite un apprenti. J'ai payé de ma poche, j'avais pas de chiffre d'affaires, c'est Hervé qui a aligné le loyer, c'est Hervé qui a aligné l'apprentissage, mais c'est de l'investissement. Et donc, de septembre 2024 jusqu'à décembre 2024, quasiment, j'ai eu 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça ne paye pas non plus. Mais par contre, j'ai passé mon temps à former mon apprenti. Donc, c'est un apprenti qui est en DSCG sur 2 ans. Et donc, quand je l'ai pris, voilà. Donc, on prenait des dossiers tests. Alors, quand je dis former mon apprenti, c'est former à la saisie. Donc, ok, d'accord. En même temps, il a un master, il sait faire des bicrédits, voilà. Non, c'est former à la culture et la réflexion du cabinet, de l'accompagnement. Donc, pour te donner une petite histoire rapido, dans ma cour intérieure, j'ai une coiffeuse. Elle fait 25 000 euros de chiffre d'affaires. Pas non plus, voilà. Une petite coiffeuse. Et donc, on parlait, etc. Je dis, oh non, je ne veux pas vous vendre ma prestation, mais si vous voulez, passons 1 heure et parlez-moi de vous. Ça fait toujours plaisir de connaître tout le voyage. Elle m'a parlé au bout de 30 minutes, j'ai vu qu'on pouvait, avec certains axes et changements fiscaux ou autres, donc toujours pas de saisie, mais du conseil fiscal pour le coup, elle pouvait gagner 5 000 euros à l'année. Alors, on dirait 5 000 Hervé, c'est pas non plus, ça fait 416 euros. Bon, ouais, mais pour quelqu'un qui fait 25 000 de chiffre d'affaires, gagner 5 000, ça fait 20% de croissance quasiment. Et donc, je parlais avec l'apprenti, je dis, tu vois, que ce soit un dossier à 25 000 ou un dossier à 15 millions, qu'on peut avoir maintenant, si tu n'apportes pas la même capacité et qualité sur tes travaux ou challenge ou faire par les clients à voir la chose, et ben t'accompagnes mal les gens. Et donc, c'est cette culture-là que j'essaye tous les jours. Hier, on en a parlé, on parlait d'un dossier que je vais devoir annuler comme mission parce que on n'est pas aligné avec la cliente sur comment gérer une boîte ou comment ça se passe notre relation. Et je vais peut-être perdre quasiment 70 000 de chiffre d'affaires à l'année, mais ça fait rien. C'est mon alignement, ma façon de voir l'expertise qui prime sur tout le reste. Et donc, c'est ça. Pendant quasiment 5 mois, je l'ai formé, cet apprenti-là, à cette vision-là de l'expertise comptable, à cette réflexion aussi intellectuelle sur les dossiers ou autres, et un peu de saisie ici. Bon, ça a pris quelques jours. Et donc après, il ne faut plus rentrer les clients qui venaient. Voilà comment j'ai fait. Alors déjà, je te remercie d'avoir un peu googlisé la chose. Je suis en effet expert intervenant pour les éditions France Dalloz, Compétences. J'assure des formations auprès d'experts comptables. Majoritairement, la population, c'est ça. Et c'est comment intégrer l'IA dans les cabinets d'expertise comptable. Parce que tu l'as bien compris, pour assurer mon développement, je mise sur l'humain, je forme et je surbooste la chose avec de l'IA.
Donc l'IA ne va, la réponse elle est très simple, hein, l'IA ne va pas remplacer notre métier. C'est comme si vous me disiez, est-ce que l'ordinateur a remplacé les comptables? Parce qu'il y a 30 ans, c'était papier, stylo, pas de rature, etc. Hein. On est passé à l'ordinateur avec les logiciels, pas non plus qui a remplacé les comptables. Donc non, ça va pas nous remplacer, ça change juste un peu la dynamique. Moi, je pars sur ce principe-là que l'IA, faut qu'elle soit maîtrisée et avec une façon éthique. On a des enjeux RGPD aussi, on a des enjeux de secret professionnel. Donc il y a tous ces enjeux-là qui encadrent notre profession et qui encadrent l'utilisation de l'IA. Et ça va juste nous booster. Là, par exemple, pour te donner un exemple très simple d'une façon que j'utilise l'IA. J'ai un prospect, je lui demande ses informations, donc numéro de sirène ou autre, je vois s'il y a la donnée, j'intègre la donnée, je l'anonymise, et je l'intègre dans mon IA, ce qui me donne une roadmap sur comment aborder mon sujet avec le client. Donc, en 15 secondes, à peu près, parce que le draft est déjà monté, mais en 15 secondes, je sais exactement quoi lui dire, comment ça peut se passer, quelles sont les possibles optimisations. Mais c'est moi qui arbitre, c'est pas mon IA je ne suis pas le pantin de mon IA. Mon IA va me donner des pistes de solutions, de discussion, et là, je pouvais faire ce job-là, ça m'aurait pris 3 heures. Ça prend 15 secondes. Bon, voilà. Donc, ce temps que je gagne, il va me permettre de pouvoir le réaffecter sur un entretien avec un prospect. Moi, je peux prendre un rendez-vous avec un prospect sans facturer quoi que ce soit. Je passe 1h30, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que j'aurais pris quasiment 2 heures à étudier le prospect, déjà de base. Donc, mon temps reste le même, mais sauf qu'il est réparti de façon différente. Au lieu de passer 2 heures devant mon ordinateur à analyser des documents et faire un rendez-vous de 30-45 minutes à regarder ma montre pour que ça se clôture vite, parce que sinon, je facture rien, et bien là, je passe 15 secondes sur l'IA et 1h30 à découvrir le prospect, à parler avec lui et voir comment on peut avancer. C'est pas pareil. Donc, je passe toujours plus ou moins le même temps, mais la valeur ajoutée perçue, c'est pas du tout la même. Et ça, c'est grâce à l'IA. Comme je le dis souvent, dans la filière, notre filière, c'est un métier de passion. C'est un métier de passion, mais vraiment. Avant, il y avait la partie joint, job stable, de saisie, etc., etc. La réalité, que cette vision de joindre un job stable pour faire de la saisie quotidienne et avoir un travail routinier, c'est un peu l'archétype du comptable qu'on a. Hein. Elle va disparaître. Elle est quasiment déjà disparue, mais elle va disparaître. Aussi bien en entreprise qu'en cabinet, en fait. On devient plus qu'un comptable qui fait de la saisie, on vient autre chose. On vient du conseil, on vient de l'interaction, on a de la relation client. Dans un monde où tout est digitalisé, les gens recherchent de l'humanisation. Alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est ce que les gens recherchent en fait finalement. Donc moi j'ai cette vocation-là où j'ai toujours été en effet enseignant, formateur ou autre, parce que j'adore la pédagogie. Dans mon ancien job où j'ai participé pendant 10 ans, j'ai quasiment formé tout le monde. Je les ai tous formés à un instant T pendant 3, 6 mois, 8 mois. Enfin, j'ai toujours eu cette compétence-là. Et d'ailleurs, le fondateur, quand j'étais dans l'ancienne entreprise, quand il disait qu'on construisait l'entreprise, il disait « Moi, je suis le visionnaire, je vois le projet. Alexandre, c'est l'architecte. Hervé, c'est le bâtisseur et gestion d'équipe. » Et donc, former les jeunes pousses qui vont venir dans le métier, c'est quelque chose, oui, qui m'a toujours plu. Voilà, enfin, j'ai 2 apprentis aujourd'hui. J'en ai recruté un en 2024 et j'ai recruté ma deuxième apprenti en 2025. Je mise sur ça. Je mise sur le fait de pouvoir former les gens pour qu'ils deviennent des personnes compétentes, qui restent chez moi parce qu'ils adorent la vision, ou pas en fait, et qui développent leur propre vision, et tant mieux pour eux. Voilà. D'ailleurs, on va aborder ce sujet-là avec mon apprenti, là prochainement, parce que son contrat se termine. Est-ce qu'il veut rester? Oui, non. À quelles conditions? Oui, non. Voilà. Mais j'ai déjà donné une roadmap de méthode de rémunération, métier, trucs, etc. J'ai déjà partagé. Et pour ceux qui font les événements et qui veulent se savoir, je pars aussi sur le principe-là que l'enseignant d'aujourd'hui, ça c'est un point essentiel. Je suis tombé dans l'expertise comptable, j'ai décidé l'expertise comptable parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça part à partir d'un cours. Si ce cours avait été fait, entre guillemets, de façon un peu crûment, comme de la... ça m'aurait pas plu. Ça m'aurait pas plu, je serais pas venu. Parce que la personne, et je me rappelle même plus de la personne, le nom, mais je me rappelle que son cours m'avait impacté et que je me suis dit, c'est sympa la compta.
J'ai envie de la faire. Donc oui, l'enseignement, pour moi, c'est une valeur importante. Les enseignants en expertise comptable dans le DCG, DSCG, ils sont impactants, aussi bien en BTS. Et donc, l'un des leviers d'attraction dans la profession, c'est l'enseignant en lui-même. Est-ce qu'il fait ce job-là pour un job ou est-ce qu'il le vit? Je rappelle encore, toujours, l'expertise comptable, c'est un métier de passion. Pas de débat. Si on n'aime pas ça, c'est pas un métier, on peut le faire, pas de problème, c'est pas compliqué non plus. Mais c'est pas un métier où on va s'éclater. Alors que quand on s'éclate, le temps passe super vite. Voilà. Alors, je disais que j'avais 2 cabinets. J'ai donc le cabinet qui est en Normandie, j'ai un cabinet qui est parisien. Et donc, parisien. Celui qui est parisien, il est plus tourné à l'international. Tout l'Asie du Sud-Est. Je suis commissaire aux comptes aussi aujourd'hui. J'ai rattaché la partie commissariat aux comptes sur mon cabinet parisien et il a vocation en fait à accompagner des sociétés françaises qui veulent s'exporter en Asie du Sud-Est, toute l'Europe, ou inversement des sociétés d'Asie du Sud-Est qui veulent créer en France. Là par exemple, j'accompagne une mission d'assistance à la création d'entreprise d'une société taïwanaise qui veut créer sa société en France. Donc, j'ai cette partie internationale. Sur la partie Chanedi, j'ai une partie TPE-PME. Donc ça va en effet de la coiffeuse qui fait 25 000 € de chiffre d'affaires et qui est ma voisine, à une PME qui pèse 15 millions d'euros et qui est à Rungis. Je fais tout. Mais j'ai cette compétence-là de pouvoir tout faire en fait. Moi, ma seule limite n'est que mon niveau intellectuel de compréhension des choses. Donc, comme tous les jours je lis 1h, 1h30 de documentation, ça, je peux encaisser. Et j'apprends tout le temps. Et là, déjà, on apprend tout le temps. Non, j'avais pas fait spécialement d'international, quelques petites missions ici et là. C'est juste que dans mon réseau, j'ai un ami qui est parti au Vietnam, qui a intégré un réseau qui est un peu large, qui s'appelle CPAC Global. Et donc, on travaille de façon synergique sur les dossiers. Moi, j'ai la réciprocité française. Eux, ils ont le Vietnam, Singapour, Taïwan, Hong Kong, la Malaisie, Philippines, oui. Voilà, tout cet écosystème-là. Donc, le deal, il est très sympa. Moi, j'apprends ces normes-là d'expertise et de pratique internationale, d'audit ou autre. Et en contrepartie, moi, j'apporte mon hyper-compétence et mon hyper-connaissance du législatif français. Parce que c'est vrai que c'est très particulier, mais en français aussi, c'est très particulier. Donc moi, je suis expert dans la France, et eux, ils me partagent les bonnes pratiques internationales. Et donc, ça développe pas mal de missions. Et donc, on monte en puissance petit à petit sur ce sujet-là. Et comme tu me disais, il y a des gens qui vont faire que de l'associatif, que de l'agricole. Bah, cette compétence-là d'international, je ne l'avais pas avant. Et donc, je me dis, c'est top. Parce qu'elle est rare, celle-ci, d'avoir un cabinet qui est d'international. Et donc aujourd'hui, je peux accompagner un Normand qui va faire quelque chose au Vietnam ou en Malaisie. Et inversement, je peux accompagner quelqu'un qui est aux Philippines et qui veut créer quelque chose en Normandie. Et cette double compétence-là, elle est rare aujourd'hui. Et donc, je creuse sur ça. Est-ce que ça va être majoritairement mon futur chiffre d'affaires? Non. Je pense pas. J'adore avoir des TPE et des PME. Mais par contre, j'ai bloc PME, TPE, l'international, un peu d'association, un peu d'agricole, ici et là. Voilà. Je grandis tranquillement et avec des gens que j'aime bien. Alors, ça c'est simple. Déjà, c'est quoi mon organisation d'horaire? Je suis quelqu'un qui dort très peu de base. 5-6 heures, ça me va très bien. Et je me couche très tôt. Donc, en fait, je me réveille à 4 heures du matin, 4-5 heures du matin. Je fais un peu ma partie internationale parce qu'il y a un décalage horaire de 6-7 heures. Donc, c'est parfait pour eux. Parce que généralement, quand ils parlent avec des Français, c'est très tard dans la journée. Donc là, ils parlent en pleine journée, ils sont heureux. Donc, je fais la partie un peu internationale. De 7h à 9h, je m'occupe de mes enfants. Ça, c'est un point important pour moi. La partie famille. Donc de 7h à 9h, je m'occupe vraiment de mes filles. Et je suis pas là à leur presser. Ah, vite, on va être en retard. Je vais être en... Non, voilà. De 7h à 9h, tranquillement, on se réveille, on prend son petit-déj, on s'habille, on brosse les dents, enfin voilà. De 9h à 17, je gère équipe, client ou autre. 17h, 18h, je fais un point avec mon associé. 18h, fin de la journée, je m'occupe de mes enfants, de ma famille, voilà. Donc déjà, c'est un peu le regard. Voilà comment je m'organise pour la partie internationale. C'est très tôt le matin, un peu dans la journée, mais généralement très tôt dans le matin.
Les clients, c'est que en anglais. Alors en visio, majoritairement, mais ça les gêne pas, parce qu'on se rappellera aussi que la partie un peu Asie du Sud-Est a été frappée par le Covid. Et donc, la démat, ils sont très avancés technologiquement. On ne se rend pas compte par rapport à la France, mais il y a des avancées technologiques qui sont là-bas, qui sont waouh. Et à côté de ça, c'est que j'ai aussi mes partenaires qui sont là-bas. C'est-à-dire que le contact physique, il existe, parce qu'il y a des bureaux dans chaque pays. Donc, on va travailler un peu la communication là, mais il y a des bureaux un peu dans chaque pays. Donc, je ne suis que moi le miroir français. Donc, je les ai en vidéo ou autre, mais ils ont leur point de contact. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui est normand, qui vient de parler à toi, et toi tu dis, tu fais partie d'un réseau international en Asie du Sud-Est, il va avoir la personne en visio. Bon, ça ne va pas lui déranger, parce que s'il a envie d'avoir un contact de proximité tout de suite, c'est avec toi. Même langue, pas de barrière, etc. Donc voilà un peu comment on s'organise. Donc pas de barrière de la langue. Bon, c'est sûr qu'il a fallu que je me remette à l'anglais à fond. Voilà. On est boosté avec de l'IA. J'attends beaucoup de l'IA sur la partie langue et ça avance. Enfin, c'est fou. Hein. Aujourd'hui, tu prends une paire d'AirPods, t'appelles, tu mets traduction en anglais, tu as la conversation en live quasiment en anglais. Tu parles français, ça traduit en anglais. Il parle anglais, ça traduit en français. Enfin, donc d'ici 1 an, même mon niveau qui n'est pas excellent en anglais, il n'y aura pas besoin de grand-chose parce que l'IA va booster sur la chose. Après, les pratiques, on est sur de l'audit international, donc c'est sur les IFRS. C'est un package, quoi. Moi, je gère de l'expertise en France et je gère de l'IFRS pour des clients qui sont à l'international. Donc, pas de problématique aussi sur ça. Donc voilà comment ça s'organise, très simplement. Café. Pour. Campagne. L'étranger. Quoi de neuf, docteur? Dragon Ball Z. Classique parce que ça doit être précis et très fin pour donner une belle symphonie.